bien. Donc, bonjour à tous et bienvenue au dîner causerie d'Optonic et du COPL. Donc, je salue évidemment Optonic pour l'organisation des conférences. Et on est très heureux aujourd'hui d'avoir deux présentations. La première par Opsens Solutions, qui est la division, je pourrais dire, industrielle d'Opsens, parce qu'on a eu la présentation du côté médical il y a quelques semaines. Donc, on va regarder une autre ligne de produits. Et ensuite, ce sera CMC Microsystems. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Gaëtan Duplain. Très bien, merci. Madame, Monsieur, bonjour. Avant de débuter, j'aimerais remercier justement les organisateurs du pôle Optonic et du COPL d'avoir organisé ces dîners-causeries et de nous avoir invités. Donc, sans plus tarder, je commence avec la table de matière avec un petit peu une touche d'humour. Donc, qui sommes-nous? Où allons-nous? Je vais aussi aborder nos technologies et nos produits, quelques-unes de nos réalisations dont nous sommes très, très fiers par ailleurs, nos marchés porteurs, donc nos marchés d'avenir et leurs défis, et ensuite les perspectives d'emploi chez nous. Donc, ce sont les 5 points que je vais présenter durant cette présentation. Donc, qui sommes-nous? Opsens Solutions, c'est une division du groupe Opsens, une société basée à Québec qui a été fondée en 2003 par Claude Belleville et moi-même, et qui est une compagnie maintenant qui est cotée en bourse. Et la société conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de capteurs à fibre optique. On est spécialisé dans les applications médicales qui relèvent de la maison mère, Opsens, et industrielles, donc les applications non médicales qui relèvent d'Opsens Solutions. En tout, on est constitué de plus de 200 employés et avec une équipe scientifique technique de haut niveau provenant de différents milieux, physique, génie physique, électronique, mécanique, génie industriel, etc. On dispose d'installations de pointe, à la fine pointe de technologie, telles que des aires de production, salle grise, salle blanche. On a notre propre fonderie, MEMS, donc, qui nous permet de fabriquer des capteurs de pression en production de masse et des équipements de caractérisation, d'étalonnage, etc. Où allons-nous? Donc, notre mission, notre vision. Donc, nous, on s'engage à fournir à l'industrie aérospatiale des solutions de surveillance plus sûres et plus légères qui contribuent à réduire la consommation de carburant et les émissions de contaminants dans les avions modernes, avec une vision de devenir, au cours des 5 prochaines années, un joueur clé, un acteur clé dans le domaine émergent de surveillance optique pour l'industrie aérospatiale. Ça se base sur une stratégie qui est globale qui elle-même se veut par la différenciation et la diversification. Différenciation pour offrir des solutions de surveillance ayant des caractéristiques et des bénéfices uniques. Et donc, dans notre domaine phare, l'aérospatial, mais aussi dans le domaine nucléaire, avec le projet ITER que je vais parler, l'électronique de puissance. Donc, ce qui nous amène à la diversification. Pourquoi? C'est pour assurer la pérennité de l'entreprise pendant la phase de développement de nos activités aérospatiales. Comme vous en doutez peut-être, le domaine de l'aérospatial est un domaine très exigeant, avec beaucoup de réglementation, de certification à obtenir. Donc, c'est un domaine qui est long à développer. Donc, en parallèle à l'aérospatial, aujourd'hui, on travaille dans le nucléaire, l'électronique de puissance. Aujourd'hui, je vais parler seulement de l'aérospatial et du nucléaire. Nos technologies. On dispose de 3 technologies. La technologie phare qui est l'EPLB, tophométrie polarimétrique en lumière blanche. Donc, ça nous permet de faire des capteurs pour mesurer différents paramètres, la pression, entre autres la pression, température, déformation, etc. Technologie qui est brevetée dans plusieurs pays. Une technologie SCBI qui est très niche, qui est appliquée seulement en grande partie à une application aussi très niche, qui est DRAM, qui est les dommages dus au rayonnement électromagnétique sur les armes et munitions. Donc, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Et on a le procédé MOEMS ou le procédé MEMS. Ça, c'est pour la réalisation de capteurs de pression en fibre optique. Donc, c'est une technique de production de masse qui s'apparente aux mêmes techniques que la fabrication des puces électroniques. Donc, qui me permet de réaliser des capteurs de pression absolue différentielle à des prix compétitifs en grande quantité et de très faibles dimensions. On parle de l'ordre de 200 microns dans le cas des applications médicales. Donc, c'est une technologie qui est très éprouvée, notamment justement dans la pratique médicale. Et on détient plusieurs brevets sur ces procédés-là de fabrication. La technologie EPLB, technologie phare. Ici, on a un petit schéma là, qui explique en haut, à gauche, à droite, implique un peu l'ensemble de l'œuvre, qui montre un peu l'ensemble de l'œuvre. Donc, à droite de cette figure-là, vous avez le capteur comme tel, qui va mesurer le paramètre qu'on cherche à mesurer.
Et à droite, vous avez le conditionneur logiciel qui va convertir, si tu veux, le signal optique en provenance du capteur en un signal physique, donc la mesure qu'on cherche à déterminer. Ici, on a décrit un capteur de pression, donc qui est constitué d'une membrane qui va défléchir en fonction de la pression. Et la façon de fabriquer ça, c'est qu'on crée un interféromètre qu'on appelle de Fabry-Perot. L'interféromètre de Fabry-Perot, c'est seulement deux miroirs, okay? Un appliqué sur la surface, si vous voulez, de la fibre, et l'autre appliqué sur la surface du diaphragme. Et on appelle la longueur de cavité la distance entre ces deux miroirs-là, et c'est ce qu'on cherche à mesurer, parce que c'est ce paramètre-là qui va varier en fonction du mesurant qu'on cherche à mesurer, par exemple la pression, la température, etc. Ici, donc, on décrit un capteur de pression. Donc, l'interféromètre de Fabry-Perot, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que la lumière qui arrive dedans va être réfléchie, va créer deux faisceaux par division d'amplitude. Donc, le premier faisceau va être réfléchi le faisceau va être réfléchi sur la première surface, ici, donc on va constituer le premier faisceau, le deuxième faisceau sur la deuxième surface. Donc, vous voyez que le deuxième faisceau va être propagé sur une plus longue distance. Donc, ça va créer ce qu'on appelle une différence de marche qui est égale à 2 fois la longueur de cavité. Donc, ça va créer un phénomène d'interférence entre les deux faisceaux. Donc, comment on vient mesurer justement cette longueur de cavité-là? Donc, on renvoie la lumière dans le conditionneur de signal, et cette lumière-là va passer à travers un deuxième interféromètre qu'on appelle l'interféromètre de lecture. On peut voir ici que c'est une espèce d'interféromètre, aussi Fabry-Perot, mais distribué dans l'espace, donc qui est constitué de plusieurs longueurs de cavité, donc qui augmente de gauche à droite ici sur la figure. L'interférométrie en lumière blanche, aussi qu'on appelle la faible longueur de cohérence, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on n'observera pas de phénomène d'interférence, okay? D'ondulation de la lumière, si vous voulez, d'intensité de la lumière, là où les longueurs de cavité entre les deux interféromètres diffèrent de façon significative. Mais là où les deux longueurs de cavité s'approchent l'une de l'autre, on commence à observer un phénomène d'interférence. Et ce phénomène-là, il va être maximal, donc d'intensité maximale, là où les deux longueurs de cavité coïncident. Donc, si on a étalonné au préalable cet interféromètre-là, c'est-à-dire qu'on connaît pour chaque position de l'interféromètre la longueur de cavité, on est capable à ce moment-là de venir déterminer la longueur de cavité de l'interféromètre de lecture. Comment on le fait? Bien, on va venir échantillonner le signal optique, donc avec un détecteur linéaire constitué de 2048 pixels. Donc, on va mesurer l'intensité à chaque position de l'interféromètre ici, et on va venir repérer dans le signal la position maximum en pixels, okay, de l'interférence. Et on sait que cette position-là constitue là où la longueur de cavité est égale de l'interféromètre de lecture est égale à celle de l'interféromètre de mesure. Donc, on vient convertir avec la courbe d'étalonnage, on vient repérer la position maximale du pixel, et l'on convertit en longueur de cavité si on vient mesurer en nanomètres. Donc, la longueur de cavité se mesure en nanomètres ici. Ensuite, connaissant la courbe d'étalonnage du capteur, donc ici, dans ce cas-ci, pression versus longueur de cavité, on vient convertir cette longueur de cavité-là en mesure de pression. Donc, voilà, c'est tout simple. Donc, conversion de longueur de cavité à partir d'un phénomène d'interférence très localisé ici sur le détecteur. L'avantage de cette technologie-là, premièrement, elle est très simple, mais aussi elle est très robuste aux perturbations extérieures. C'est-à-dire que si on a des variations d'intensité dans le signal optique qui seraient causées par n'importe quel phénomène, courbure excessive de la fibre, atténuation due, par exemple, à des agents chimiques dans la fibre et tout ça, on est assuré de garder toujours la même précision parce que, justement, on n'est pas dépendant. La position de maximum ne dépend pas de l'intensité. Donc, tant aussi longtemps qu'on a assez de lumière qui revient dans le conditionneur, on est assuré toujours de la même précision du système. Okay? Donc, c'est un grand avantage de cette technologie-là pour les applications industrielles, surtout dans des environnements difficiles. L'autre avantage aussi, c'est qu'on s'est construit à partir des composants optiques standards, c'est-à-dire de fibres optiques et de connecteurs multimode de type télécom. Donc, on profite de la baisse des coûts relativement faibles de ces composants dans notre technologie. Le mot polarimétrique, qui veut dire polarisation, vient seulement du fait que cet interféromètre-là est un interféromètre à polarisation, division par polarisation. Voilà. Les 4 capteurs de base de notre technologie, donc capteurs de température qui ont constitué c'était un interféromètre à polarisation, on n'en donnera pas plus de détails ici. Capteur de pression que j'ai parlé, qui est conçu à base de technologie MEMS. Capteur de déformation, qui est aussi un interféromètre de Fabry-Perot, comme le capteur de pression, constitué de 2 fibres soudées à l'intérieur d'un microcapillaire en verre, donc très petit capteur de l'ordre de 200 microns de diamètre. Et capteur de déplacement qui est constitué d'un interféromètre de Fizeau sans donner plus de détails. Donc, c'est un peu comme un Fabry-Perot distribué comme l'interféromètre de lecture.
Nos produits, donc on offre une gamme complète de conditionneurs de signal, donc multivoix, RACAB, portable, OM, une gamme complète aussi de capteurs de différentes encapsulations. Par exemple, ici, capteur submersible de déformation soudable qui permet d'aller à très haute pression, donc les applications marines. Ici, les capteurs de déplacement, des extensomètres, etc. Donc, dépendamment des applications, on va construire autour de nos 4 capteurs de base, on va construire différents capteurs pour ces applications-là. Nos réalisations. On a le vent dans les voiles. Ça, c'est une que je suis pas mal fier de notre équipe. En fait, pour ceux qui connaissent la voile, qui suivent les courses de Vendée Globe, en 2016-2017, il y a la course, une des courses les plus spectaculaires parce qu'il y a des records, il y a des grands records qui ont été battus. Donc, le skipper Lecléac, avec son monocoque Banque Populaire 8, donc ce sont des bateaux carrément on appelle les Ferrari de la mer, qui sont équipés maintenant de foils. Les foils, c'est des ailerons, des tout petits ailerons, qui viennent carrément sortir le bateau de l'eau complète. Donc, ces foils-là sont soumis à des charges énormes. Lorsque le bateau est sorti de là, en fait, le foil supporte non seulement tout le poids du bateau, mais aussi toute la charge du vent appliquée sur le bateau. Donc, ces foils-là sont faits en matériaux composites et un seul foil peut coûter des millions de dollars. Et c'est ce qui fait maintenant aujourd'hui qu'on bat tous les records. Et durant les courses, durant les courses des dernières années, il y a eu beaucoup de ruptures de foils parce que justement, les skippers vont aller plus loin que la rupture mécanique, donc la limite de rupture des foils. Dans le plus grand des secrets, nous, on a instrumenté avec la Banque Populaire, on a instrumenté les foils avec des capteurs de déformation qui permettaient aux skippers de mesurer, de voir en temps réel les efforts appliqués sur le foil et de s'assurer qu'il ne dépasse jamais les limites de rupture. Et ça lui a permis, pas juste ça, mais entre autres, de gagner la course et d'arriver très loin devant ses compétiteurs. Et en fait, ceux qui étaient derrière, 3 parmi eux ont carrément cassé les foils, justement, sont allés plus loin que la limite de rupture. Donc, on fournissait des informations très importantes aux skippers qui a permis justement de ne pas dépasser cette limite de rupture. Donc, une application dans laquelle une réalisation dans laquelle on est très fiers. Deuxième application, on va jusqu'au bout du monde, et c'est le cas de le dire, c'est la mine Escondida, située dans le désert d'Atacama au Chili, donc la région la plus désertique au monde. C'est comparé à la planète Mars. Donc, il est à plus de 3100 mètres d'altitude. Et la mine Escondida, c'est la plus grande mine de cuivre au monde. Donc, on a déployé ici plus de 90 capteurs de pression de température avec plus de 70 km de câbles à fibre optique dans un champ qu'on appelle de lixiviation. Donc, c'est un procédé chimique d'extraction des minerais que je ne décrirai pas ici, mais ça a permis à l'opérateur de la mine, ça a fourni aux opérateurs de la mine des informations cruciales pour l'optimisation de la production dans cette mine-là. Donc, ce système-là de plus de 90 capteurs fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours par semaine depuis maintenant 7 ans, et on n'a connu aucun bris au niveau des capteurs ou des conditionneurs de signal. Donc, il y a une application ici, encore une fois, dans un environnement très hostile, très exigeant. Une autre de nos réalisations au VISO, en fait, c'est avec Airbus. Suite au crash de l'Airbus 330 entre le vol de Rio et Paris en 2009, qui était relié au givrage des sondes de pitot. Les sondes de pitot qui servent à mesurer la vitesse de l'avion par rapport au vent. Donc, il y a eu un givrage dans des sondes et une perte momentanée des indications de vitesse par rapport au pilote. Depuis ce temps-là, Airbus a entrepris un programme pour la recherche de solutions de mesures alternatives qui seraient déployées en parallèle avec les méthodes actuelles. On ne veut pas remplacer les jauges de pitot, on veut juste avoir une méthode différente qui fournisse une information sur la vitesse de l'avion par rapport au vent, pour justement s'assurer que les sondes de pitot, s'ils déraillent, on va le voir avec cette mesure-là alternative. Donc, sans vous donner de détails, parce qu'il y a beaucoup d'informations confidentielles ici, mais Airbus a installé nos capteurs de pression dans le radome de l'avion, qui est le nez de l'avion dans lequel est situé le radar. Donc, bien entendu, il ne peut pas avoir de capteurs conventionnels dans cette zone-là parce qu'il y a des émissions de champs électromagnétiques extrêmement intenses. Et lors d'essais en vol, Airbus a comparé nos mesures avec leur capteur de haute précision qui était déporté, qui n'était pas dans le radome, mais qui ont emmené une espèce de tube, si vous voulez,
pour mesurer la pression. Ils ont comparé ça avec nos capteurs et durant tout le vol, on voit ici la pression baisser parce que l'avion monte en altitude. Durant tout le vol, vous voyez en jaune l'écart entre notre capteur et celui-là qui est demeuré à très, très faible. En fait, Airbus a été agréablement surpris des résultats. Il faut savoir aussi que notre capteur a été subi des variations de température intenses. On parle de température qui part du Carmack, donc de 25 degrés, 25-30 degrés Celsius, et on va descendre jusqu'à moins 55 degrés en haute altitude ici. Alors que leur capteur était positionné à l'extérieur du ranôme dans un endroit à température contrôlée. Donc, des performances quand même assez exceptionnelles de ce niveau-là. Donc, une autre réalisation dans laquelle on est très fiers. Nos marchés porteurs. Je vais commencer par le nucléaire qui consiste en fait sur le projet ITER. Le projet ITER, c'est un réacteur thermonucléaire expérimental international. À l'heure actuelle, c'est le plus grand projet scientifique au monde qui concerne la fusion nucléaire et non pas la fission nucléaire. Et c'est un projet lequel 35 pays collaborent, qui a engagé la construction et la démonstration d'une source potentielle d'énergie sûre, sans émissions de carbone et pratiquement illimitée. Donc, justement basé sur la fusion nucléaire, telle que l'énergie produite par le Soleil et les étoiles. ITER est actuellement en cours de construction dans le sud de la France, à Cadarache. Donc, après 5 années de développement, la France de commercialisation de ce projet a récemment débuté pour cette solution. En fait, 5 années auparavant, plusieurs entreprises, dont certaines d'envergure, telles que Siemens, Fisher-Rosemann, maintenant Emerson, Krohn, ont répondu à l'appel de l'ITER pour évaluer et tester leur technologie de capteur de rotation. Une seule a réussi à passer tous les tests pour les applications ITER en environnement radiatif et électromagnétique. Devinez laquelle? Bien entendu, il n'y a pas nous qui va fournir des capteurs de pression, mais pour ces environnements-là, donc pour les endroits dans le projet ITER qui ont un environnement radiatif et électromagnétique, c'est une solution qui a été sélectionnée. On a fait justement un communiqué de presse à cet effet. Donc, durant la prochaine année, on prévoit déployer plusieurs centaines, voire des milliers de capteurs de pression absolue différentielle pour instrumenter les parties critiques du réacteur ITER. À ce titre, on a reçu une première commande ferme de capteurs de pression absolue différentielle, donc pour instrumenter les boîtes à vannes cryogéniques. Il faut savoir que la chambre à vide d'ITER, qui est parmi les plus grosses installations à vide au monde, contient plusieurs grandes pompes cryogéniques qui doivent être alimentées en hélium liquide par l'intermédiaire de boîtes à vannes cryogéniques. Donc, nous, on va fournir une information critique de la pression dans ces boîtes à vannes. Donc, c'est quoi les défis d'ITER? Ben, en fait, les requis, que moi j'appelle les défis d'ITER, c'est de mesurer une très faible pression différentielle, 200 millibars, mais une très, très haute pression statique. Donc, il y a du fluide à plus de 30 bars. Et aussi à une pression en bas d'un bar. Le fluide, c'est l'hélium. L'environnement, c'est très agressif, radiatif. Donc, on parle de rayons gamma, de neutrons thermiques, de neutrons rapides et d'un champ magnétique extrêmement intense. On parle de 3000 millitesla. Pour donner une idée, le champ magnétique terrestre sur la surface de la Terre, c'est 5 centièmes de millitesla. Donc, c'est vraiment un défi ici d'encapsulation. Okay? Donc, pourquoi ça représente un défi? Bien, c'est comment isoler mécaniquement et hermétiquement les différentes zones du capteur qui vont être soumises à des pressions extrêmement différentes. Okay? On cherche à mesurer d'infimes variations de pression de 4/10 millième de bar dans un environnement à 30 bars. Donc, 30 bars, dépendamment des méthodes d'encapsulation, ça peut induire des forces mécaniques extrêmes sur le capteur même, sur la cellule de pression même, qui ferait qu'en fait, la mesure serait complètement erronée. Donc, comment justement éliminer ces forces-là extrêmes sur le capteur? Il nous permet de mesurer des variations infimes de pression. Bien, la solution brevetée, c'est d'équilibrer la pression tout autour de la cellule de pression, un peu comme un poisson dans le fond de l'océan. On voit ici le schéma. Vous avez la cellule de pression même qui est carrément submergée dans le fluide à 30 bars. Donc, ça flotte tout doucement. C'est seulement retenu par des joints mous, des joints théoriques très mous, parce que la pression différentielle entre les deux fluides est très faible. Donc, il n'y a pas d'effort mécanique qui est appliqué sur la cellule. Donc, ça flotte tout doucement dans le fluide à 30 bars. Et donc, toute la partie hémertique se concentre sur l'optique de focalisation. Donc, on a beaucoup de latitude parce que cette partie-là ne contribue pas au signal optique. Donc, on n'est pas soumis à les perturbations de créer les forces mécaniques, si vous voulez, créées par les hautes pressions, n'influencent pas la mesure parce que cette partie-là, si vous voulez, du capteur ne participe pas au phénomène de mesure. Okay? Donc, voilà tout le secret de la caramel qu'il y a dans le capteur de pression différentielle. Donc, ici, une photo du capteur, de quoi ça regarde. Les résultats des performances hors du commun. Okay.
très bonne linéarité et surtout de façon exceptionnelle, c'est qu'on va dans les deux sens, donc bidirectionnel, pression différentielle négative et positive, et on n'observe aucun changement de sensibilité entre les deux. Et ça, c'est très rare sur les capteurs de pression différentielle qui soient conventionnels. Il y a toujours un effet, ce qu'on appelle de snapping, c'est qu'il va y avoir un changement de pente entre les deux lorsqu'on passe de pression positive à négative. Ici, il n'y en a aucun. Okay? Et on s'est comparé, bien entendu, il faut se comparer aux autres. On est allé chercher le meilleur capteur sur le marché de pression différentielle. Vous voyez en rouge les limites de précision de ce capteur de référence-là. Ici, l'erreur entre notre capteur et le leur, okay, le capteur de référence, et on voit que c'est en dedans de la précision du capteur de référence. Ça veut dire qu'on est aussi bon, sinon peut-être plus bon, que le meilleur capteur sur le marché okay, de pression différentielle. Donc, résultat exceptionnel. Et ITER nous avait demandé de tester notre capteur par un laboratoire indépendant, ce qui a été fait. Ça a été fait au CEA, le Centre d'énergie atomique français, et ça dans un champ magnétique de 3000 millitesla. Okay? Donc, les résultats encore là sont excellents. Le CEA a conclu que le capteur n'est absolument pas influencé par le champ magnétique. Donc, conclusion, ce capteur qui vient du CEA est un candidat sérieux pour l'application ITER. Et effectivement, c'est le cas. L'aérospatiale. Pourquoi l'aérospatiale? Bien, aujourd'hui, les avions modernes comme l'Airbus 350, c'est construit jusqu'à 6000 capteurs intégrés pour assurer la sécurité et la fluidité du vol dans l'avion. Okay. De plus, aujourd'hui, les avions sont de plus en plus constitués de matériaux composites. Si on prend le Dreamliner de Boeing, c'est plus de 50% maintenant de matériaux composites qui est constitué dans l'avion, okay, notamment pour les ailes et une partie du fuselage. Okay. Alors qu'autrefois, le fuselage en métal agissait comme une cage de Faraday. Okay? Donc, ça protégeait des émissions électromagnétiques comme la foudre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les matériaux composites ne protègent pas des émissions électromagnétiques. Et pourquoi les avionneurs veulent utiliser les matériaux composites? C'est pour réduire le poids de la réduction de poids, réduction de consommation de carburant, donc réduction des coûts d'opération. Okay? Mais en amenant justement, en utilisant des matériaux composites et en perdant cet effet-là de protection de la cage de Faraday des fuselages en métal, bien là, on s'expose à des nouveaux risques que les avionneurs doivent solutionner. Et pour solutionner ces nouveaux risques-là, il faut blinder maintenant les capteurs. Et blinder, ça veut dire de mettre des protections en métal, okay, autour des capteurs, mais non seulement autour des capteurs, mais surtout autour des fils. Et des fils électriques dans un avion, on en a plusieurs kilomètres. Okay? Donc, ce qui fait qu'on augmente à ce moment-là le poids de l'avion. Donc, on vient perdre en partie la réduction de poids grâce aux matériaux composites, on vient la perdre en partie par l'augmentation du poids qu'on doit faire en cause du blindage des fils et des capteurs. Donc, les avionneurs, ce qu'ils voudraient, eux, c'est la solution idéale, c'est plus d'utiliser les matériaux composites et plus d'avoir à utiliser de blindage autour des capteurs et des fils électriques. La solution, c'est quoi? C'est les capteurs à fibre optique. Parce que le capteur à fibre optique, c'est insensible aux émissions électromagnétiques, donc ça ne requiert pas de blindage pesant. Nous, c'est quoi notre marché propriétaire exactement dans l'aérospatial? C'est le projet OFMS, qui est Obstacle-Based Fuel Monitoring System for Aerospace Application. En fait, le projet OFMS, ça consiste à développer un système de surveillance du carburant d'avion basé sur notre technologie, mais notamment sur notre capteur de pression différentielle. C'est un projet d'envergure internationale, okay, en collaboration avec Airbus, avec un partenaire espagnol qui est MI Ingenieros, qui est un des fournisseurs d'Airbus. Okay. C'est un projet qui est supporté par le Conseil national de recherche du Canada et l'Organisation internationale Eureka. Eureka, c'est quoi? C'est le plus grand réseau public de coopération internationale en matière de R&D et d'innovation, et c'est présent dans plus de 45 pays. Donc, après plus d'un an de développement, le système OFMS a passé avec succès les essais de qualification au sol. Okay? L'avionneur Airbus, très satisfait des performances du système, a accepté de passer à la phase suivante des essais, qui consiste en une qualification en vol. Donc, c'est la phase la plus critique et la plus longue du projet. Donc, on vise ici une mise en marché en 2025. Donc, vous voyez quand même, il y a plusieurs années de développement à faire avant d'arriver en phase de commercialisation. Donc, quelles sont les caractéristiques, les bénéfices de notre système? En fait, c'est un véritable capteur de pression pour mesurer une différence de pression. Donc, il n'y a pas deux capteurs de pression pour mesurer une différence, il n'y en a qu'un seul, avec un capteur de température intégré. Donc, ça nous permet de mesurer des changements infimes du niveau liquide dans le réservoir, okay,
indépendamment de la pression et de la température du réservoir. Donc, il n'y a pas besoin de capteurs supplémentaires pour compenser les changements de pression et de température dans le réservoir. Okay. C'est un capteur qui est 100% optique, donc ça élimine les risques reliés aux émissions électromagnétiques, donc sécurité accrue. Puis, il n'y a pas besoin d'engagement, donc poids et coût réduit. Okay. C'est la plus grande précision de l'industrie. Et on a démontré aussi ce qu'on appelle une technologie zéro dérive. Donc, notre capteur ne dérive pas dans le temps. Donc, ça permet d'obtenir des mesures fiables et précises en temps réel. Donc, pour l'avionnage, ça veut dire une meilleure gestion du carburant de l'avion. Okay. Et surtout, capteur hors du réservoir. Okay. Ça veut dire quoi? Sécurité accrue, parce qu'il n'y a aucune énergie qui va dans le réservoir. Okay. Contrairement aux capteurs conventionnels. Les capteurs conventionnels, ce sont des capteurs qui sont électriques, qui sont carrément submergés dans le carburant du réservoir. Okay? La réduction des coûts d'installation, parce que justement, les avions ont beaucoup de cycles de maintenance, okay? Donc, dans lesquels il faut qu'ils demandent tous les capteurs, vérifier tout ça. Donc, en étant à l'extérieur du réservoir, ça réduit beaucoup les coûts de maintenance et les temps de remise en service. Okay? Et même chose pour les coûts d'installation. Okay? Donc, ce sont les grands bénéfices de notre système. Maintenant, travailler chez nous, ça veut dire quoi? Okay? Bien, ça veut dire travailler dans une entreprise de technologie des produits de pointe. Okay? Ça veut dire peut-être aussi occuper un poste avec, dépendamment des postes, bien entendu, un rôle éminemment transversal. Donc, c'est ce qui permet de travailler avec de nombreux acteurs à l'interne de la société parce qu'on travaille dans différents domaines industriels. Okay? Puis, on collabore aussi, ça veut dire collaborer avec les grands acteurs industriels de ce monde. Airbus, Boeing, Safran, Ariane Group, Siemens, General Electric, BHP, ABB, Hydro-Québec, j'en passe. Okay? Ça veut dire aussi relever des nouveaux défis. Donc, pour nous, c'est la certification de réussir là où personne ne croyait que cela pourrait se faire. Donc, il y a un peu de gens qui croyaient qu'on allait réussir. Même chose avec le Fuel Monitoring System. On est sûr qu'on va réussir. Okay? Et ça veut dire aussi des rémunérations très compétitives. On offre une gamme complète d'avantages sociaux, options d'achat, d'actions, assurance collective, rire, vacances, etc. Je donne ici un exemple qu'on a récemment comblé, d'un poste qu'on a récemment comblé, concepteur-développeur. Donc, justement, un poste qui va être attitré au projet au FMS. Okay? Donc, c'est juste un exemple ici que je voulais vous montrer le genre de rôle et de tâches qu'on peut offrir chez nous. Donc, on a des offres d'emploi. Si vous êtes intéressé, je vous demande de contacter Mme Stéphanie Leduc, qui est notre directrice des ressources humaines chez nous. Vous voyez à l'adresse, le courrier qui est indiqué ci-dessous. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Et désolé, on ne vous a pas préparé de lunch. Peut-être une prochaine fois. Merci beaucoup, Gaëtan. Vraiment très impressionnant de voir la qualité de la technologie développée chez Opsense. C'est vraiment des marchés très exigeants auxquels vous vous adressez, hein? Donc avec des spécifications, des requis, une fiabilité vraiment incroyable. Merci beaucoup. Donc, écoute, je surveille un peu les sections questions-réponses chat. On va prendre 5 minutes pour les questions. Moi, j'aimerais peut-être voir du côté multiplexage, par exemple, dans le projet, dans le désert de l'Atacama. Tu as mentionné 90 capteurs, 70 km de fibre. Oui. Est-ce que chaque capteur a sa fibre ou vous faites un certain multiplexage? Non, il n'y a pas de multiplexage. Non, okay. C'est chaque capteur. En fait, nous, c'est une technologie mesure par point. Donc, ce n'est pas une mesure quasi distribuée ou distribuée. Donc, c'est vraiment une mesure par point. OK. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou pas pour l'instant? Non. Je dirais dans le domaine industriel, bon, il y a certaines applications, oui, bon, on parle par exemple des systèmes DTS, tout ça, mais beaucoup d'applications, en fait, c'est le contraire. Par exemple, dans l'aérospatial, il n'est pas question d'avoir de mesures distribuées parce que eux, ce qui compte le plus, c'est la redondance. Donc, mesures distribuées, en fait, c'est contraire à la redondance. Donc, voilà. Ouais. Donc, il y avait la question, est-ce que c'est la même situation avec les avions et 6000 capteurs? Je pense que la réponse c'est oui. Hein? Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de multiplication. Non. OK, c'est bon. Tu n'as pas mentionné d'application en génie civil pour vos capteurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez ou? Oui, en fait, on a plusieurs. En fait, j'aurais pu parler pendant longtemps des réalisations. On a instrumenté plusieurs ponts, notamment en France, des autoroutes aussi. OK. Donc, on vient mesurer. En fait, on travaille avec le département de génie civil, avec, j'ai oublié le nom du professeur, mais on a Guy Doré, je pense. Hein? Hein? Guy Doré? Voilà.
Donc, on travaille avec eux depuis longtemps, depuis de longues années, donc, pour justement mesurer l'effet des pneus sur la déformation des chaussées. Donc, on a instrumenté des chaussées avec nos capteurs de déformation et de déplacement. Donc, oui, on a quand même pas mal d'applications aussi en génie civil. Okay. Il y a une question dans le chat. Est-ce que votre fonderie est dédiée à vos produits ou peut accepter des contrats externes? Je ne sais pas si on parle des mêmes. Non, on est pas mal occupé de ces temps-ci. Je dirais que la réponse est non. Oui, OK. Notre fonderie est occupée à 100%. OK. Donc, on a quelqu'un, un étudiant en génie logiciel qui aimerait savoir, là, je m'excuse, s'il y a des possibilités de faire des stages à Opsens. Absolument. En fait, on va avoir, je pense, c'est 4 stagiaires qu'on va avoir cet été. Absolument. À chaque année, on engage des stagiaires. OK. Donc, peut-être mettre le contact de Mme Leduc dans le chat, que les gens puissent le prendre en note. Ça serait une... Parce qu'il est passé rapidement. Moi, je ne l'ai pas noté, donc ce serait peut-être apprécié par les gens de pouvoir le noter. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe? Donc, une autre question. Quels sont les impacts de la COVID sur vos activités? Est-ce qu'il y a eu des ralentissements, des nouveaux contrats? On se compte chanceux, vu qu'on est dans le domaine médical et aussi dans le domaine militaire, on n'a pas fermé, donc à ce côté-là. C'est sûr que ça demande, il y a eu beaucoup de changements, donc on est passé en télétravail pour une certaine partie de nos employés, donc il a fallu aussi installer toutes les normes sanitaires et tout ça. Donc, au niveau opérationnel, c'est sûr qu'on a eu des défis à relever. Je dirais qu'au niveau commercial, jusqu'à maintenant, on n'a pas été affecté. Donc, on se compte très chanceux, on continue à opérer, à progresser, à avoir une bonne croissance. Et voilà. Donc, à ce niveau-là, oui, on se considère quand même assez chanceux par rapport à d'autres entreprises qui ont plus souffert. Même côté aérospatial? Bien, je vous dirais, côté aérospatial, c'est même un certain avantage. Sans dévoiler tous les détails, mais je dirais, juste avant la pandémie, Airbus avait affecté une grande partie de son personnel en recherche et développement en production parce qu'il ne fournissait plus. Donc, la partie, si vous voulez, recherche et développement d'Airbus avait ralenti parce que juste avant la pandémie, le carnet de commandes d'Airbus, c'était au-dessus de 8000 ou 9000 avions à livrer. Ils étaient à un rythme infernal de 800 avions à livrer par année. Donc, une partie, moi, je me rappelle, j'ai des collaborateurs là-bas, on disait, ben, écoutez, le projet va ralentir parce que j'ai été affecté à d'autres tâches reliées plus à la production. Donc, aujourd'hui, c'est comme c'est un effet positif pour nous parce que justement, les équipes de recherche et de développement roulent à plein régime présentement. Parce que en fait, pour les avionneurs, c'est une opportunité parce que durant le temps que justement le marché est en accalmie au niveau production, ben, ils vont se concentrer sur les nouveaux projets, les nouveaux avions. Vous avez peut-être vu les annonces d'Airbus et de Boeing utiliser des fuels maintenant, du kérosène bio, sustainable, qu'ils appellent en anglais sustainable fuel. Airbus prévoit un avion hydrogène en 2030, un premier vol d'essai d'avion hydrogène en 2035. Donc, ils mettent beaucoup d'efforts aujourd'hui, okay, dans justement le développement de nouveaux types d'avions. OK, mais c'est intéressant. Ouais. Bien, encore bravo, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps et de nous avoir présenté les activités. Plaisir. Donc, au plaisir de se voir en personne. Et on va passer à notre deuxième présentation, donc, qui est une présentation de CMC. Est-ce qu'on dit toujours microsystème ou seulement CMC? CMC microsystème, en tout cas, donc M. Gordon Harling qui va nous parler des activités de CMC que plusieurs d'entre vous connaissez déjà, mais une petite mise à jour sur les projets actuels et futurs. Merci. Bon, ça va? Oui, très bien. OK, c'est parfait. Désolé, mes planches ont été volées d'une autre présentation, donc il y en a quelques-unes en anglais, mais évidemment, les questions en français. Très bienvenue.
Donc, CMC Microsystems, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un OBNL. Ça fait 36 ans, 37 ans. Et puis, on a fourni l'infrastructure pour les gens qui veulent profiter des technologies avancées. Puis, on touche à la microélectronique, photonique, les MEMS, de la nanofabrication. Et depuis l'année passée, le quantique. Et puis, je vais parler un petit peu aussi de l'intelligence artificielle parce qu'on offre des services et des produits là-dedans. Le Réseau national de conception du Canada, c'est payé en partie par vos taxes, par vos impôts, à travers la Fondation canadienne de l'innovation. Puis, c'est une institution, une initiative majeure en sciences au Canada, un des 16 facilités de recherche majeures. Et puis, nous avons un réseau de 67 universités, collèges. On sert à peu près 700 équipes de recherche avec 4000 chercheurs, avec 6000 étudiants. Et puis, à peu près 1000 entreprises sont branchées qui servent de nos services ou de nos formations, etc. Donc, c'est vraiment de côte à côte. On touche à tout. Et puis, on a beaucoup de projets très intéressants, je trouve. On gère aussi une chaîne d'approvisionnement mondiale et donc on achète des outils de CAO, on achète l'accès à la fabrication commerciale partout au monde et puis on travaille beaucoup. Dans les prochains mois, on a des partenaires dans d'autres pays qui sont des entreprises un peu comme CMC qui sont souvent subventionnés par leur gouvernement. Et puis, on fait des discussions et heureusement, la prochaine, c'est sur la photonique. Puis, on aura Australie, Vietnam, Corée du Sud, Japon, Taïwan et l'Europe aussi impliqués dans ces discussions. On parle tous de notre offre et puis des nouveaux produits et services pour qu'on puisse partager les meilleures informations au monde. Et on brise dans 3 volets, CAD, Fab et Lab. Ça se traduit mal, mais CAO, Fab et Lab. Donc, dans le CAO, je parle ici juste de la photonique, mais on a une douzaine de fournisseurs et ils nous vendent des licences fortement subventionnées, fortement réduites en coût. Et nous, on met ça dans notre nuage à travers le Canada et on gère les licences de chez CMC. Donc, qu'est-ce qui se passe pour un chercheur qui veut utiliser, c'est un chercheur académique qui est abonné au service de CMC. Il paye 1 000 et puis pour eux, puis toute leur équipe de recherche, ils ont accès à tous ces logiciels ici, sans limite. Je dis sans limite, mais c'est une limite de 5 personnes simultanément en même temps. Et ça, c'était une astuce pour attirer un peu plus d'argent parce qu'on sait bien que si vous avez 20 étudiants ou 20 chercheurs dans votre groupe, vous êtes riche. Donc, vous pouvez payer une autre tranche de 5 personnes. Mais tous celles-là sont disponibles soit sur nos serveurs dans le nuage ou vous pouvez les installer et gérer la licence avec nous. Et ça, c'est un projet 80% de nos clients sont là pour le CAO. Mais quand vous avez conçu quelque chose, vous voulez le fabriquer. Et donc là, on fait un partage de coûts. C'est des multi-project wafers. Et puis, de plus en plus, on fait même des séries plus importantes. Donc, on peut vous offrir accès à des procédés microélectroniques, photoniques, MEMS et tout. Et même si vous êtes une compagnie, on offre le service aux industriels. On a vendu 19 accès industriels l'année passée. Et le coût est beaucoup de réduit. C'est CMC qui achète la planche minimum, la taille minimum de la commande, qui est de 1 000 jusqu'à 500 000 $, et puis on partage le coût avec tous les clients. Donc, en microélectronique, on offre jusqu'à 12 nanomètres. En photonique, on offre on offre jusqu'à 12 nanomètres FinFET avec Global Foundries. On a du 22, du 28, 45, puis même des plus vieux procédés. En MEMS, on offre de Teledyne. C'est un procédé pour les accéléromètres, le gyroscope, etc. Et maintenant, c'est à travers le C2MI.
Donc, vraiment, un très bon service, je trouve. Ça améliore avec le temps. On a des procédés chez le 3IT, puis même SCAP aussi. Et en photonique, on offre 3 sources en ce moment. C'est AMF, Global Foundries, puis CPFC. Et dans les dernières 5 ans, on a fabriqué 1500 designs. C'est à peu près 300 par année, mais nous sommes dans une croissance fulgurante en ce moment. Et on achète pour à peu près 3,5 millions cette année d'achat minimum de fabrication commerciale. L'année prochaine, ça va être en haut de 4 millions. Et puis la photonique, ça fait 80 designs par année à peu près. Et tu vois ici un peu la suite, la logique. Puis en ce moment, c'est le plus grand fournisseur, c'est AMF. C'est une fonderie à Singapour et ils ont un très beau procédé avec une vingtaine de masques, des dispositifs passifs et actifs et tout. Mais on fait de plus en plus avec Global Foundries. Global Foundries, c'était la plateforme 90WG. Ça, c'est du CMOS 90 nanomètres avec une procédé Silicon Photonic par-dessus. Donc, super intéressant pour toutes sortes de raisons et ça, c'était très populaire. Mais maintenant, ils sont en train de virer ça vers la plateforme 45 CLO, C-band, L-band, O-band. Et vraiment, c'est pour les interconnexions dans les centres de données et des choses comme ça. Donc, on est rendu dans le groupe de CMC, on est rendu 8 chercheurs chez nous. Je pense qu'il y a juste un qui n'a pas un doctorat, la pauvre. Et puis, on fait du développement pour le projet 55 CLO. Et puis, ce sera cet automne qui va faire une première shot, une première fabrication. Puis, donc, on travaille avec certaines personnes maintenant pour faire les designs de référence et puis le développement de ce procédé-là. Chez AMF, encore, c'est un très bon procédé, très intéressant avec du Deep UV. Donc, la performance est très, très bonne et on a beaucoup de personnes là-dedans. Si vous êtes un abonné, vous avez payé 1 000 $ pour votre équipe, vous pouvez acheter une tuile, un morceau de ça de 3 par 8 mm pour juste 1 000 $. Si vous êtes un industriel, le coût est plutôt comme 12 000 $. Donc, c'est une très bonne subvention pour les chercheurs qui veulent y accéder. Et on a des design kits en Mentor Tanner, Lucida et puis avec Mentor Pixis. Ça aussi, c'est disponible non seulement pour les académiques, mais aussi pour les industries. Donc, ça, il y a des librairies, on fait nous-mêmes la vérification des règles de design chez CMC. Donc, tout ça, c'est fait pour vous. Vous n'avez pas besoin d'un engin pour le faire. Puis, c'est fait sur un de nos serveurs très, très vite. Et évidemment, les kits sont tous téléchargeables de chez nous avec une entente, évidemment. Donc, on fait des workshops. On travaille beaucoup avec UBC et ils ont fait un programme très, très, très populaire qui s'appelle SciEpic. Et donc, ils donnent des cours 2 fois par année, un sur les passifs puis un autre sur les devices actifs. Donc, les étudiants prennent le cours pour 3 à 4 semaines. Et puis, après ça, ils ont les outils de CMC et ils font leur propre conception de puces et c'est fabriqué. Donc, comme cours, c'est vraiment intéressant. On a passé beaucoup de design. On a passé beaucoup de design là-dedans, à peu près 800 designs dans 10 ans à peu près. Donc, c'est vraiment un super bon outil. Puis, on a beaucoup de monde au Canada qui sont capables de concevoir dans le système photonique à cause de ce projet-là. Et puis, ça continue. Il y a une suite. Il y avait un SciEpic Lab. Maintenant, il y a un SciEpic Fab. Et puis, on cherche des façons de créer au Canada une façon de faire l'empaquetage et la fabrication des dispositifs Silicon Photonic de plus en plus complexes et performants. Une chose qu'on a fait, évidemment, parce qu'on est très intéressé dans l'éducation, c'est un jeu d'outils photonique. Et donc, nous avons fait CMC un design d'une puce qui a des Mach Zehnder, des interféromètres, qui a des résonateurs, des modulateurs, des démodulateurs, tout sur la même puce.
Donc, on la branche, on la connecte avec une vingtaine de fibres et tout le côté électrique aussi qui est branché dans un boîtier spécialisé. Et l'idée, c'est que si vous voulez prendre ça, vous pouvez donner ça à des étudiants, puis ils peuvent voir, si tu mets un laser dessus, qu'est-ce qui se passe dans un modulateur, qu'est-ce qui se passe dans un résonateur micro-ring, des choses comme ça. Donc, pour l'éducation, c'est utile, mais aussi pour la recherche, si vous voulez brancher une fibre, un capteur de fibre comme OpSense, vous pouvez faire le décollage ou la démodulation ici, dans cette puce ici. Donc, ça vous donne une bonne opportunité de faire des capteurs fibre optique, soit pour la détection des produits chimiques dans de l'eau ou le stress dans un édifice ou dans une mine, des choses comme ça. Et si vous êtes un une start-up, une petite compagnie, puis vous voulez démontrer à votre financier potentiel que vous avez un minimum viable product, vous pouvez mettre 3 ou 4 de ces puces ensemble, puis les brancher comme vous voulez, puis faire un démonstrateur de votre technologie. Donc, on a des versions faites chez AMF, on a des versions aussi faites chez Global Foundries, puis on fait des modifications à chaque année, puis on améliore la puce, le système. Si vous êtes intéressé, on a ça en main. Je n'ai pas marqué tout ce qu'on a dans l'intelligence artificielle aussi. On offre des machineries. Donc, nous avons si vous avez des grandes simulations à faire, nous avons un CAD Compute Cluster avec un throughput de 43 gigabits par seconde, gigaflops, excuse. Donc, vous pouvez soumettre des jobs là-dessus, c'est en mode batch, puis vous pouvez faire des grandes simulations à haute vitesse au lieu de les faire sur votre desktop. Mais pour le IA, pour l'intelligence artificielle, puis la partie formation et inférence, nous sommes en train d'installer une machine qui, en fin de compte, qui est 2 fois la taille que j'indique sur la chose ici. C'est 8 petaflops de puissance de calcul. Et puis, ça sera installé à Waterloo dans le Graham Compute Center, mais ça va être disponible à tous les chercheurs dans le réseau de CMC, dans le réseau canadien de conception. Donc, si ça vous intéresse d'appliquer l'AI à vos projets, on a beaucoup de matériel. Et une autre chose qu'on a ajouté, c'est la quantique. Donc, on a acheté un port dans le IBM Q Hub à Sherbrooke, dans l'Institut quantique, et on fait partenariat avec eux. On a engagé nos propres codeurs quantiques qui travaillent là-dedans à Sherbrooke. Et puis, on prend des codes, on fait de l'analyse et puis on les soumet et puis on vous aide à comprendre le résultat de votre calcul quantique. Donc, tant qu'avoir une équipe de quantique, ça m'intéressait de travailler avec Xanadu à Toronto parce qu'ils ont un ordinateur quantique photonique. Donc, on a commencé à faire des projets avec eux. On a 5 projets en ce moment, 2 aux États-Unis puis 3 au Canada. Et on travaille avec leur ordinateur chez eux. Tout ça, si vous êtes un abonné de CMC, c'est gratuit. Mais on travaille beaucoup avec beaucoup de petites entreprises qui veulent démontrer qu'ils peuvent offrir un service ou un produit en quantique aussi. Et juste pour vous dire que si vous êtes en ces startups où il y a beaucoup de spin-off des universités qui quittent l'université, où là, il y avait tous des outils quasi gratuits de chez nous. On a dit à nos fournisseurs qu'il y a un autre groupe qui a besoin de l'aide, et ça, c'est des startups, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer vos outils, qui sont souvent très, très, très chers. Mais ils en ont besoin pour faire un démonstrateur, puis pour attirer le financement. Donc, on a eu pas mal de succès. On a une douzaine qui ont signé pour le CAO, puis qui nous donnent des licences presque au même prix qu'académiques. Et on l'offre dans notre nuage, donc vous n'avez rien à installer, vous pouvez utiliser nos ordinateurs très puissants et vous pouvez accéder au CAO. Puis quand vous avez fait un design, vous pouvez accéder au fab. Pas au même prix que les académiques, mais quand même un coût à partager. Et dans le côté laboratoire, on donne du soutien en R&D avec nos staffs. On a 40 personnes techniques chez nous dans les différents domaines. Donc, si vous avez un programme qui prend le AI, plus les MEMS, plus
quelque chose photonique, on peut vous aider avec nos personnes. Et on a aussi un banc d'équipement. Donc, il y a 80 morceaux qui vaut à peu près 2,5 millions de dollars. Les lasers, les interféromètres, les oscilloscopes, des analyseurs de toutes sortes. Et puis ça, c'est disponible. Pour les abonnés, on les ship chez eux. C'est complètement gratuit. C'est inclus avec l'abonnement. Et pour les industriels, on charge un frais mensuel. Mais ça, si vous êtes ça, c'est votre incubateur. Vous n'avez pas besoin d'être assise dans un incubateur physique. Vous pouvez être dans votre garage ou votre sous-sol, puis vous pouvez abonner aux outils de CMC. Et ça, à travers le Canada. C'est tout. On est membre de Photons Canada, EPIC. Je vois que Carlos est là, il va être bien content. Et puis OSC. Et ça, c'est en bref un peu des services de CMC en photonique. Merci beaucoup, Gordon. Donc, on a une question dans le chat ici de professeur Roche. Comment soutenons-nous nos étudiants internationaux d'Iran et de Chine soumis à des restrictions sur les produits et services en provenance des États-Unis? Est-ce que ça a un impact sur leur accès aux services de CMC finalement? Ben oui, s'ils sont ici au Canada, il n'y a pas de problème. S'ils sont chez eux, c'est plus difficile. Donc, on a eu un cas exactement comme ça. C'est un cours qui a commencé septembre passé, puis les gens avaient besoin de Cadence, le software Cadence. Puis on avait 32 étudiants à l'étranger, puis ils étaient un peu partout. Puis c'était juste les deux en Iran qu'on ne pouvait pas servir, mais Cadence nous a donné le go-ahead d'alimenter tous les autres avec des outils Cadence et l'information. Mais c'est sûr que c'est vraiment, c'est très difficile. Et au Canada, s'ils sont sur terre canadienne, c'est facile, mais s'ils ne sont pas, c'est difficile. Et parfois, on a des gens qui disent que si les étudiants viennent de certains pays, ils ne peuvent pas assister à leurs cours de formation. Donc, nous, on n'a pas le droit au Canada de demander c'est quoi votre pays de naissance, des choses comme ça. Mais on donne les informations de contact, des courriels des gens, puis c'est aux compagnies des États-Unis de leur poser la question. C'est pas à nous de faire ça. D'accord, merci. Donc, les cours qui ont été mentionnés sont accessibles aux gens de l'industrie également. Hein. Ce n'est pas réservé aux étudiants. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes de l'industrie qui ont bien bénéficié là, du training donné par CMC là, dans le passé. Je voudrais vous entendre sur des dispositifs peut-être plus pour les applications en biophotonique, silicon nitride ou autres, pour plus dans les régions visibles du spectre, souvent qui sont plus requises. Est-ce que c'est dans les plans pour CMC? Oui, nous sommes en train d'ajouter silicon nitride au procédé de AMF en ce moment. Donc, on fait des tests. Et puis, le procédé de Global Foundries, le 45 nanomètres, ça il va l'avoir, c'est sûr. Et puis, évidemment, il y a plusieurs fonderies en Europe qui offrent ça aussi. Lagentech, entre autres. Et une autre chose, complément à part, c'est que nous avons aussi, comme la plateforme photonique, nous avons une plateforme qui est un transistor à face ouverte. Et puis là, tu peux traiter la surface pour attirer des charges, piéger des molécules, piéger des virus, whatever. Et puis vous faire un capteur avec ça. Ça sort un signal électrique de notre transistor à face ouverte. Donc, tu modules la grille en mettant des différents matériaux, des nanomatériaux, des matériaux fonctionnels. Donc, présentement, on est en train on fabrique ça, on a des morceaux à vendre, et puis on paye des MITAX pour développer différents traitements de surface. Donc, pour le bio et tout ça, là, ça c'est une façon chimique et puis on travaille avec Australian National Fab Facility afin de faire une interface microfluidique à ce puce aussi. Tu vas être capable d'utiliser ça avec des pompes. C'est pas photonique, excuse, mais c'est une autre façon. Donc, peut-être une question concernant le développement de la photonique intégrée au Canada. Quelle est la vision de CMC? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on devrait essayer de construire pour
favoriser, je dirais, l'émergence de davantage peut-être d'industries canadiennes ou de plus d'applications ou de... J'avoue qu'on paye plus qu'1 million de dollars pour les devices photoniques dans d'autres pays. Je voudrais bien rapatrier ça ici. C'est pas, les équipements ne sont pas vraiment sorciers, ni les matériaux. C'est pas comme un 12 nanomètres FinFET ou quelque chose, là. Donc, ça serait très faisable ici. Puis, il y a Nano SOI qui est fait par Applied Nanotools à Edmonton. Il y a beaucoup de capacités chez Inno, chez C2MI. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, CMC, on vise un grand projet sur 5 ans pour développer vraiment la fabrication petite et moyenne volume au Canada des dispositifs en Silicon Photonics. Donc, ça, on tient ça à cœur, puis on parle avec le gouvernement pour essayer de faire ça. Il y a une autre lacune qu'on a, c'est l'empaquetage photonique. Donc, tu veux bien faire ton design, mais d'ajouter des fibres, puis d'ajouter l'interface électronique, c'est très difficile. Et puis, quand on va pour des soumissions dans d'autres pays, c'est comme 5 000 $ la puce. Donc, ça sera quelque chose vraiment à faire ici. Il y a un intérêt UBC, il y a un intérêt McMaster. Donc, encore, on parle avec plusieurs personnes pour voir si on ne peut pas mettre ça sur pied. Je sais bien que ce n'est pas très rentable pour les compagnies. Donc, il va falloir le subventionner d'une façon ou une autre en achetant les équipements ou whatever. Mais ça nous intéresse beaucoup aussi. OK. Peut-être qu'il y a une question un peu reliée dans la section discussion qui était pour Gaëtan Duplain, mais qui dit avec qui avez-vous commencé vos développements de MOEMS au Québec, C2MI, 3IT ou autres? Donc, peut-être si Gaëtan peut un petit peu témoigner de comment eux ont procédé. Pouvez-vous répéter la question? Avec qui avez-vous commencé vos développements de MEMS au Québec, C2MI, 3IT ou autres? En fait, on l'a démarré à l'interne. On a acheté les équipements, la photolithographie, la soudure anodique, dépôt sous vide. Tout s'est fait à l'interne. OK. Ouais. Self-made. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir un accès à une ligne plus R&D ailleurs pour que vous pouvez utiliser les machines de nôtres pour faire des niaiseries? Les développements ou la recherche à long terme? On est toujours ouvert à des nouvelles possibilités, oui. Surtout, oui, c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser, oui. Good, super, parce que nous, on cherche toujours d'autres fournisseurs. On essaie d'ajouter comme 4 ou 5 procédés par année. Et puis, si on peut développer un procédé qui vous intéresse, ce sera fun de faire un MPW, les coûts partagés, puis aider les chercheurs à développer des choses. Certainement. Bien, écoutez, je vois les remerciements de Tigran Galstian et auxquels je joins les miens. Je pense que tout le monde qui fait affaire avec CMC sont toujours très satisfaits du service de CMC, du grand professionnalisme et de l'expertise qui est là. Donc, je pense que ça a sûrement aidé le développement de beaucoup de projets de recherche dans les universités, mais aussi dans les entreprises, comme je le mentionnais. Donc, merci Gordon pour la présentation, puis merci aussi de tout le travail qui est fait par CMC. Je remercie aussi encore Gaëtan Duplain d'Obsense d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et évidemment, Optonic, notre partenaire dans l'organisation des conférences midi. Et j'en profite pour annoncer que dans 2 semaines, donc, nous aurons Blick Photonics et Laserax, qui sont en fait 2 compagnies, 2 spin-offs, je dirais, du COPL. Donc, on est très fiers de ça aussi et très fiers de leur succès, de leur croissance, dont on entendra parler dans 2 semaines. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été là et puis au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. D'accord, au revoir. Bye bye, Carlos. Au revoir.